Bonjour, bienvenue sur Recovery Explorer DT1, une chaîne consacrée au diabète de type 1 et à l'exploration des voies pouvant mener à la guérison de cette maladie. Aujourd'hui, un podcast résumant les causes multiples à l'origine de la survenue d'un diabète de type 1. Tout d'abord, la part de génétique relative à l'émergence d'un diabète de type 1 explique environ 20 à 30% de ces causes. Le reste, les 70 à 80%, relèvent de l'épigénétique, c'est-à-dire du mode de vie, de l'environnement, de l'alimentation, du stress, etc. Et encore, en réalité, l'immense majorité des gens ayant des prédispositions génétiques ne déclareront pas de diabète de type 1 de toute leur vie. L'importance de l'épigénétique est vraiment majeure. Épi signifie au-dessus. Épigénétique indique ce qui prend le dessus sur la simple génétique. Alors, bien que le déclenchement du diabète de type 1 paraisse brutal et insensé pour ceux qui en sont victimes, cette maladie n'arrive pas de rien. Voyons voir les quelques raisons qui en préparent le terrain. Premièrement, le diabète de type 1 est une maladie auto-immune et toutes les maladies auto-immunes prennent naissance dans l'intestin. Le principe est le suivant. Une hyperperméabilité intestinale se développe sous l'influence de plusieurs facteurs, notamment à cause de composants agressifs issus de l'alimentation, comme par exemple les lectines que l'on trouve dans de nombreux aliments végétaux. Cette hyperperméabilité laisse passer de grosses molécules qui normalement ne devraient pas pénétrer le corps, comme par exemple ces mêmes lectines. L'intrusion de ces molécules entraîne un état inflammatoire chronique, à la fois souvent imperceptible et toujours délétère. De plus, l'hyperperméabilité intestinale n'occasionne pas forcément de désordre digestif. Pour certains, oui, pour d'autres, non. La plupart des personnes souffrant de maladies auto-immunes ignorent qu'elles sont en même temps atteintes d'hyperperméabilité intestinale. Dans le cas des lectines, celles-ci ont une structure proche de certaines cellules composant notre propre corps. On appelle cela le mimétisme moléculaire. Le système immunitaire reconnaît ces toxines végétales comme étrangères et les attaque. Leur ressemblance avec les cellules du corps a pour conséquence que ces dernières sont également attaquées par notre propre système immunitaire, ce qui explique la destruction d'un organe ou de certains tissus. Ainsi, dans la maladie d'Hashimoto, c'est la thyroïde qui est progressivement détruite, alors que dans la sclérose en plaques, il s'agit des gaines de myéline. Et dans le diabète de type 1, ce sont les cellules bêta du pancréas qui sont touchées. Il est important de considérer les autres facteurs provoquant de l'hyperperméabilité intestinale. Le stress, le manque et les troubles du sommeil, les polluants, les problèmes de thyroïde, l'alcool, les carences, certains médicaments, la pratique sportive intensive, etc. Tous ces facteurs ont une action nocive sur les jonctions serrées des cellules épithéliales de l'intestin et provoquent donc de l'hyperperméabilité intestinale. Ainsi, faire une mauvaise nuit induit une hyperperméabilité intestinale. Boire de l'alcool aussi, même en petite quantité. Dans notre culture, nous sommes tous systématiquement confrontés plusieurs fois par jour aux facteurs alimentaires, lequel est aussi la source de molécules toxiques pénétrant la barrière intestinale. C'est entre autres ce pourquoi j'ai cité l'origine alimentaire de l'hyperperméabilité en premier. Et tout comme les autres facteurs, les lectines, comme le gluten qui est la plus connue de toutes les lectines, impacte la santé intestinale de tout un chacun en créant chez tout le monde de l'hyperperméabilité intestinale. Celle-ci se résorbe plus ou moins au fur et à mesure s'il n'y a pas d'autres facteurs impactants en jeu et s'il y a un minimum de latence entre les périodes de digestion. Ces lectines, sortes de phytopesticides naturels, sont l'une des stratégies d'autodéfense des plantes. Deuxièmement, à cause de l'hyperperméabilité intestinale, l'intrusion de molécules indésirables répétées quotidiennement sursollicite le système immunitaire. C'est aussi pourquoi on constate chez les personnes atteintes de maladies auto-immunes un système immunitaire dérégulé et hyper réactif, un peu comme ceux qui ont un terrain allergique, sauf que cette fois le système se retourne contre certaines de nos propres cellules. La solution classique pour parer à cette dérégulation que l'on trouve dans l'auto-immunité est de prendre des immunosuppresseurs, ce qui n'a pour but que de supprimer ou d'atténuer des symptômes, non d'en soigner les causes. On verra que la piste des immunomodulateurs peut être plus pertinente à long terme pour tenter de retrouver un système immunitaire efficient, en complément de la gestion des autres paramètres.
Troisièmement, la forte carence en vitamine D est un paramètre commun chez les personnes atteintes de maladies auto-immunes. Cette vitamine tient un rôle essentiel dans le bon fonctionnement du système immunitaire. Une carence en vitamine D dérègle le système immunitaire dans son rapport au corps lui-même et favorise l'auto-immunité. Entre parenthèses, c'est aussi une raison pour laquelle les parents atteints d'une maladie auto-immune ont tout intérêt à porter une grande attention au taux de vitamine D de leurs propres enfants. Quatrièmement, les oxalates sont une autre substance toxique présente dans les aliments d'origine végétale, lesquels végétaux s'en servent pour se protéger de la prédation. On trouve des oxalates dans beaucoup d'aliments végétaux, y compris et surtout dans des aliments dits santé, tels que légumes, fruits, oléagineux, chocolat, thé, etc. L'acide oxalique se lie à des minéraux tels que par exemple le magnésium et le calcium. Cette liaison capture ces minéraux, les rendant inabsorbables, et induit la formation de cristaux aigus extrêmement agressifs. Le corps ne peut les métaboliser et éprouve des difficultés à les éliminer, ce qui crée de l'inflammation. Les oxalates pénètrent nos organes et nos tissus et les endommagent. Les dégâts sont à la longue d'autant plus marqués lorsqu'il y a une hyperperméabilité intestinale. Le pancréas, qui se situe juste à la sortie de l'estomac, est en première ligne. Ainsi, il peut recevoir beaucoup d'oxalates. Les cellules agressées se défendent par de l'inflammation. Si vous, en tant que personne souffrant du diabète de type 1, vous avez déjà par le passé souffert de crises de calculs rénaux, la probabilité que votre pancréas soit touché par les oxalates est plutôt forte. Mais celui-ci peut aussi être touché par ce problème sans jamais avoir eu de calculs rénaux. Cinquièmement, l'alimentation actuelle est extrêmement riche en glucides, ce qui exerce une pression forte sur la sécrétion d'insuline par les cellules bêta du pancréas. Rappelons que ces cellules bêta qui synthétisent l'insuline pèsent au total moins d'1 gramme. Et ce sont elles qui gèrent tous nos apports en glucides. C'est vite disproportionné. Cela se fait un temps au prix d'efforts coûteux pour l'organisme. En comparaison, les lipides sont gérés par le pancréas via la lipase et par le foie via la bile. De plus, le foie est assisté par la vésicule biliaire pour servir de réservoir d'une contenance d'environ 50 ml. En parallèle, il n'existe pas de réservoir à insuline. Le pancréas et le foie sont les deux plus grosses glandes du corps humain. 1,5 kg en moyenne pour le foie et une centaine de grammes pour le pancréas, soit plus de 1600 fois le poids des cellules bêta. Sachant que l'organisme humain peut fonctionner soit avec les lipides, soit avec les glucides comme carburant, et même si ce raisonnement reste basique et sans doute très imparfait, cette différence énorme entre les organes qui gèrent le métabolisme des graisses et celui des sucres semble indiquer intuitivement qu'ils ne se situent pas du tout sur le même plan. Ainsi, nos organes paraissent beaucoup plus adaptés à une grande consommation de graisse qu'à une forte consommation de glucides. Cette pression continue sur les cellules bêta durant des années et des années est un élément hautement nuisible qui s'ajoute à l'attaque sournoise des lectines et des oxalates. J'ajoute un 6e point pour lequel je n'ai pour le moment encore qu'assez peu d'informations. Prenez-le donc comme une piste ou une hypothèse qui pourrait être à considérer dans un second temps après tous les éléments que nous avons vus jusque-là. Ainsi, il est possible que les traces d'insuline bovine présentes dans les laitages puissent perturber également le système immunitaire de par la ressemblance avec notre propre insuline, comme une autre forme de mimétisme moléculaire. De la même façon qu'avec les lectines, le système immunitaire reconnaîtrait des molécules étrangères proches des molécules endogènes et les ciblerait toutes sans distinction. Cette piste est intéressante, mais je n'en suis tout de même pas entièrement convaincue pour le moment. Contrairement aux lectines, qui sont des poisons produits par les plantes pour intoxiquer, tromper et dérégler leur hôte, celui qui les mange, les traces d'insuline bovine ne me semblent pas suffire à déclencher à elles toutes seules une réponse immunitaire aussi catégorique que la suppression même de cellules de notre propre corps. Certains pensent plutôt qu'en réalité le système immunitaire ne se trompe pas, mais qu'il se débarrasse effectivement de cellules réellement défectueuses et endommagées par les dites toxines. Ce point de vue me semble pertinent car il reflète bien l'intelligence du corps à toujours tenter d'aller vers l'équilibre et vers plus de vie. Cependant, lorsqu'une hyperperméabilité intestinale a déjà provoqué une dérégulation et une hyperactivité du système immunitaire, il n'est pas impossible que ces traces d'insuline bovine rajoutent une couche de mimétisme moléculaire dans ce désordre déjà propice à l'auto-immunité.
Nous verrons dans un prochain podcast les éléments déclencheurs de l'auto-immunité et de la destruction des cellules bêta du pancréas. En attendant, la connaissance de ce qui fait le lit de l'auto-immunité, et en particulier du diabète de type 1, peut mettre sur la piste d'actions à mettre en place pour inverser ces processus et créer une dynamique salvatrice de soins de soi et de réparation. J'ai à cœur de vous accompagner dans l'exploration de ce potentiel de pleine santé afin que vous viviez le plus longtemps possible, votre meilleure vie possible. Alors, bon voyage à vous sur Recovery Explorer DT1, si le cœur vous en dit.